Bienvenue pour cette nouvelle analyse. On plonge aujourd'hui dans une affaire qui a fait beaucoup de bruit au Maroc. Essaouira, fin septembre 2025. Imaginez la scène. Une Iloula, un grand pèlerinage juif, ambiance de ferveur. Et là, au milieu, une prière. Mais pas n'importe laquelle. Une prière publique, non pas pour la paix, mais spécifiquement pour la victoire de l'armée israélienne à Gaza. En plein conflit, avec la tragédie qu'on connaît, franchement, comment ne pas y voir une provocation ? Oui, l'événement a de quoi surprendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour bien comprendre l'impact, il faut resituer. On parle de la Iloula du rabbin Haïm Pinto. C'est un moment très important, du 17 au 21 septembre dernier. C'est son petit-fils, Rabbi David Anania Pinto, une personnalité assez connue, qui supervisait. Et ça se passe à Essaouira, un lieu symbolique. Il y avait des centaines de fidèles venus de partout. Mais le point clé, vraiment, c'est qui était là. Exactement. La présence officielle, c'est ça le nœud du problème, non ? Des responsables israéliens, bon, ça, avec la normalisation, on commence presque à s'y attendre. Mais surtout, et c'est là où ça devient politique, c'est la présence d'officiels marocains. Et pas des moindres. Le gouverneur d'Essaouira, lui-même. Tout à fait. La présence du gouverneur, c'est le représentant de l'État au niveau local. Ça donne tout de suite une autre dimension. Et puis, il y a le contenu de cette prière. Les sources sont assez concordantes là-dessus. Le rabbin Pinto a demandé explicitement la protection divine et la victoire pour les soldats israéliens à Gaza. Il a aussi prié pour les otages israéliens. Et voilà. C'est là que ça coince terriblement. L'armée israélienne, les otages, d'accord, mais le silence. Un silence complet sur les Palestiniens. Pas un mot pour les victimes civiles, les morts, les blessés à Gaza. Rien. C'est ce décalage énorme, ce deux poids, deux mesures dans la prière elle-même, qui a mis le feu aux poudres immédiatement. Bien au-delà des cercles religieux d'ailleurs. Précisément, et c'est pour ça qu'il faut aller plus loin que le simple fait divers. Ce n'est pas une anecdote. Cet incident, il agit vraiment comme un révélateur. Il met en lumière les failles, les tensions, les contradictions très profondes de la politique marocaine actuelle. Surtout par rapport au conflit israélo-palestinien. Décrypter ça, c'est décrypter les dilemmes stratégiques du Maroc en ce moment. Alors allons-y, décryptons. Premier point qui choque, on l'a dit, la présence officielle marocaine, le gouverneur. Mais il y avait aussi, et là c'est peut-être encore plus fort symboliquement, le président du conseil local des oulémas d'Essaouira, un dignitaire religieux musulman, officiel, représentant l'islam institutionnel marocain, qui assiste, apparemment sans broncher, à une prière pour le succès militaire israélien à Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire ce silence ? Quelle caution ça donne ? Qu'est-ce que l'État est en train de nous dire en fait ? C'est la question clé, et la réponse c'est complexe. Ce silence des officiels, y compris du religieux, il est lourd de signification. Pour vraiment en mesurer la portée, il faut absolument le comparer à d'autres signaux envoyés par Rabat sur ce dossier. L'exemple qui vient tout de suite à l'esprit et qui a beaucoup circulé, c'est celui du président du conseil religieux de Figuir. Cet homme, il a été démis de ses fonctions il y a quelques mois. Pourquoi ? Pour avoir parlé de génocide à Gaza. Ah oui, le contraste est saisissant. D'un côté, on vire un responsable religieux marocain pour des mots jugés trop forts contre Israël, et de l'autre, on a des hauts fonctionnaires, un autre responsable religieux, qui assiste passivement à une prière qui soutient l'action militaire de ce même Israël. C'est difficile de ne pas y voir une politique délibérée du deux poids deux mesures, non ? C'est cynique, ou c'est juste du pragmatisme vu de Rabat. En tout cas, c'est perçu comme profondément injuste par une très grande partie de l'opinion publique et beaucoup d'analystes. Il peut probable que ce soit juste une négligence ou une coïncidence malheureuse, non. Ça suggère plutôt une ligne politique calculée, même si elle est très très délicate à tenir. Tolérer cette prière, même si elle ne vient pas de l'État directement, ça peut être vu comme un geste envers Israël, ses soutiens, dans le cadre de la normalisation, des bénéfices attendus, Sahara occidental, etc. Et en même temps, la sanction contre le responsable de Figuig, ça viserait à contenir les critiques jugées trop déstabilisantes pour ces relations. C'est une tentative d'équilibrage politique très fine. Et très risqué. Un équilibrage qui a l'air d'avoir complètement raté son coup si on regarde la réaction populaire. Les réseaux sociaux marocains se sont enflammés littéralement. Les mots sont très durs. Trahison, scandale, certains parlent même avec ironie d'un protectorat israélien. L'indignation semble vraiment profonde. Est-ce que le pouvoir a sous-estimé cette vague ? La violence de la réaction, son ampleur.
Ça a sans doute surpris, oui. Et ce qui alimente cette colère digitale, c'est un sentiment d'injustice qui est exacerbé par un contraste très précis. Celui entre l'autorisation et même cette caution officielle implicite pour cette Hiloula controversée et la manière dont les manifestations pro-palestiniennes sont gérées, très restrictivement. Beaucoup de gens rappellent avec colère que des manifs de soutien à Gaza ont été interdites ou très encadrées ces derniers mois, au nom de l'ordre public. D'accord. Donc le reproche est double. Non seulement on tolère une prière jugée scandaleuse, mais en plus on le fait alors qu'on empêche les citoyens d'exprimer leur solidarité avec les victimes de cette même guerre. C'est cette asymétrie qui fait déborder le vase. C'est un élément absolument central dans les critiques. Des organisations comme l'Observatoire marocain contre la normalisation, qui sont très actives, mais aussi des ONG des droits humains. Elles n'ont pas hésité à parler de scandale d'État. Pour elles, cet épisode d'Essaouira, ce n'est pas juste un incident, c'est la confirmation d'une tendance lourde. La normalisation avec Israël, lancée fin 2020, elle continue, elle s'approfondit, mais elle le fait en heurtant de plein fouet le sentiment majoritaire de la population. Et elle semble renier les positions historiques du Maroc sur la Palestine. Ces ONG parlent d'une fracture profonde, un fossé qui se creuse entre le Maroc officiel et le Maroc réel sur cette question si sensible. Cette prière à Essaouira, ce serait la goutte d'eau qui révèle une coupe déjà pleine d'amertume. C'est exactement l'analyse de beaucoup d'acteurs de la société civile, oui. Ils y voient la manifestation la plus récente et peut-être la plus crue de cette divergence qui grandit. L'incident expose au grand jour la tension entre quoi ? Entre les calculs géopolitiques, sécuritaires de l'État, liés aux bénéfices de l'alliance avec Israël, les États-Unis, Sahara occidental, coopération militaire, techno-éco, et de l'autre côté, les convictions profondes, l'attachement historique d'une population qui est massivement solidaire de la cause palestinienne. Ce n'est plus juste une divergence là, et c'est vécu comme une quasi-contradiction, douloureusement. Ce qui nous amène, logiquement, à une lecture plus stratégique, au-delà de l'émotion immédiate. Cet incident, finalement assez local, il agit comme un révélateur puissant des contradictions internes de la politique étrangère marocaine, voire de sa politique intérieure, non ? Indéniablement. Il faut prendre un peu de hauteur pour voir ce que ça nous dit sur les équilibres précaires du Maroc, ses choix difficiles. D'un côté, il y a le discours officiel, constant, réaffirmé. Le Maroc soutient la cause palestinienne, la solution à 2 États. Le roi Mohamed VI préside le comité Al-Quds. Ah oui, le fameux comité Al-Quds, symbole historique de l'engagement marocain pour Jérusalem. Un symbole fort. Le Maroc vote aussi les résolutions pro-palestiniennes à l'ONU, il envoie de l'aide humanitaire à Gaza, en apparence, un soutien sans faille. Présence d'officiels, même religieux, pour un acte qui, aux yeux de l'écrasante majorité de l'opinion publique, arabe, musulmane, et même au-delà, apparaît comme une légitimation de l'offensive israélienne la plus meurtrière depuis des décennies. Et le timing est absolument crucial ici. C'est ça le plus difficile à saisir, peut-être. Comment on peut afficher ce soutien d'un côté, et de l'autre, laisser passer un message pareil, maintenant, alors que les images de Gaza sont effroyables, que les bilans humains sont terribles, que l'ONU parle de situations apocalyptiques, ce grand écart, il n'est plus juste périlleux, il semble intenable, presque. C'est une erreur de calcul, une perte de contrôle, ou c'est un signal délibéré envoyé à certains partenaires? C'est toute l'ambiguïté. Tenir cette ligne devient de plus en plus acrobatique. Organiser ou tolérer une telle prière dans un contexte plus calme, ça aurait peut-être suscité des critiques, mais sans doute pas cette explosion. Le faire aujourd'hui avec la tragédie de Gaza en toile de fond permanente et une opinion publique arabe, maghrébine, chauffée à blanc par un sentiment d'impuissance, de solidarité bafouée, ça donne à l'événement une portée symbolique dévastatrice pour l'image du Maroc. Et j'imagine que ça n'a pas seulement un écho interne. Comment c'est perçu dans la région, chez les voisins au Moyen-Orient? Ça doit alimenter les critiques contre la normalisation qui sont déjà très vives. C'est une évidence. La politique de normalisation du Maroc, comme celle des Émirats, de Bahreïn, elle est déjà très critiquée dans le monde arabe, surtout depuis le 7 octobre et la guerre qui a suivi. Des incidents comme celui d'Essaouira, ça jette de l'huile sur le feu, clairement. Ça donne des arguments à ceux qui accusent ces États de trahir la cause palestinienne pour des intérêts jugés égoïstes. Ça peut fragiliser la position diplomatique du Maroc, qui veut jouer un rôle de médiateur, de puissance d'équilibre. Ça renforce l'image, difficile à tenir, d'une politique à double langage, face à une opinion régionale qui reste massivement pro-palestinienne. L'Algérie, le rival, ne va pas manquer d'exploiter ça, c'est sûr.
On voit bien comment un événement qui semble religieux, presque local à l'échelle mondiale, devient un enjeu géopolitique majeur. Un révélateur des fractures d'une région et des dilemmes d'un pays. C'est une illustration parfaite de l'imbrication du religieux et du politique dans cette région et de la centralité qui persiste de la question palestinienne comme catalyseur émotionnel et politique. L'affaire d'Essaouira, elle résume la difficulté extrême pour le Maroc de marcher sur cette ligne de crête. D'un côté, préserver les bénéfices de l'alignement avec Israël et les USA. De l'autre, essayer de garder le lien avec sa propre population sur une question identitaire majeure et conserver une crédibilité sur la scène arabe et islamique pour son engagement historique pour la Palestine. Une ligne de crête qui semble de plus en plus étroite, de plus en plus glissante. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, presque existentielle pour la diplomatie marocaine. Est-ce que le royaume peut vraiment continuer cette navigation à vue, entre ces deux caps si opposés? Une normalisation qui continue, malgré tout, et un soutien officiel à la Palestine de plus en plus contredit par les faits. Jusqu'où peut-on étirer cet écartement sans provoquer une rupture de confiance irréversible avec son propre peuple et sans saper sa crédibilité régionale? La question est posée. Et elle est brûlante.